Là, il y avait un endroit, un jardin qui était vraiment fermé sous l'époque du Louis XIV ou Louis XV. C'est Napoléon après qui ouvre ce jardin vers le Grand Trianon où on va passer et crée un petit pont pour le lier au Petit Trianon où il y avait sa sœur qui logeait. Donc c'est lui qui va ouvrir cet espace comme on le voit aujourd'hui. Avant c'était vraiment réservé au roi. Ici on a une plantation 2 fois par an. Donc là c'est vers la fin du printemps, de la saison printanière. Donc bientôt on va planter les fleurs pour l'été. Ce sera un tapis de sauge, des scabioses dans les parterres, dans les broderies, avec un mélange encore des bulboses, des vivaces et des annuelles. D'habitude, on essaie d'acheter des graines, parce que c'est à Versailles, c'est à Trianon en particulier, que sous les 15, on a eu la production des fleurs. Donc c'est la vocation de Trianon d'avoir des parterres à fleurs. Donc Louis XIV arrive à créer les palais du Grand Trianon. Le Trianon, c'était un village, il le fait raser, il va construire son palais. Lui, il était un très fort passionné des jardins. Louis XV, des botaniques, encore plus. Et donc, c'est dans les grands parterres que vous verrez. Bon, je ne sais pas si on va passer tout de suite, mais peut-être vous pourrez aller les voir. Donc, c'est juste derrière cet angle-là, les péristyles. Il y a les grands parterres du Grand Trianon, où chaque année, justement, la directrice est Alain Baraton, elle me donne une thématique. Et selon ces thématiques, moi, je conçois une palette végétale. Je suis formée comme paysagiste jardinier d'art. Donc j'essaie de faire les deux. Donc je fais chef de projet, suivi chantier dans ce moment. Après je repartirai dans mes bureaux pour dessiner. En fait c'est comme dans la mode, les parterres 2027. Voilà déjà. Voilà. Et ici donc on a utilisé des violettes, des pensées comme tapis. Et à l'intérieur, là, on les a arrachés. Il y avait des 7000 bulbes plantés dans ces parterres. Comme vous voyez, aujourd'hui, on utilise, j'aime bien utiliser là, c'est la Stachys byzantina, vous voyez. On appelle aussi l'anata à cause de son feuillage qui sent comme de la laine. C'est très doux. Donc, il y a des vivaces, des bulboses encore à sortir, donc des narcisses et des tulipes à ressortir du sol, et des pâquerettes, et un changement des petits arbustes, donc les agrumes. Donc, c'est 5 agrumes, je ne me trompe pas, voilà, oui, qu'on change en été. En hiver. Donc en hiver, on a eu la Leggevorzia, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un arbuste très parfumé, qui a une fleur très parfumée. Leggevorzia, avec l'H. Et là, on l'a changé, vu que maintenant il n'y a que du feuillage, on change avec une floraison des agrumes. Voilà. Et donc il y a un changement continu dans ces jardins, et en floraison tous les ans différents. Donc l'année dernière, c'était pas exactement pareil qu'aujourd'hui. Chaque année, on sème environ 50-60 000 plantes. Plus, il faut considérer tous les bulbes qu'on plante aussi. C'est dans notre serre de production. Pour cet espace-là, c'est pour l'ensemble, Trianon. pour le Trianon. Il y a plus ou moins les mêmes chiffres aussi pour les services de petits parcs. D'accord. Voilà. On a 2 secteurs différents. Notre serre de production, c'est pas les mêmes que les leurs. Et voilà, et moi je m'occupe de dessiner en fait les parterres à fleurs, choisir les plantes pour les petits traîneaux, en mode de la reine, voilà, par terre en général. Après je vous invite, on va marcher vers le bassin du Laocoon et les 4 Nefs. Je vous expliquerai, je vous montrerai, c'est dommage je ne savais pas, sinon j'aurais porté les photos, les images de la construction en fait, de ces parterres. Et je ne sais pas si vous avez des questions. Aussi un peu et le buis a souffert, voilà. Comment il a survécu? Comment il a survécu? Alors là, il a pas bien survécu, mais je crois que c'était. Il a eu du mal. Voilà, c'était l'année 2024, quand on a eu beaucoup de pluie pendant l'été. C'était l'année des Jeux Olympiques pour nous aussi. D'habitude, on traite avec un booster, quelque chose qui peut nourrir un peu les buis.
Et c'est un mélange de prêles, orties, voilà. Ouais. C'est une entreprise extérieure qui le fait pour nous. Là, ils ont déjà traité au bacillus aussi, à cause de la pyrale. Donc on traite, une fois que les températures sont montées et on peut voir une attaque, on traite tout de suite. Au quoi alors? Au bacillus thuringiensis, bacillus thuringiensis. C'est tout en bio, depuis l'année 2000. Après la tempête, c'est Alain Baraton qui a décidé de passer au bio. Et je crois que la ville de Versailles est passée au bio l'année 2018. Oui. Donc on est vraiment sur un grand part du parc vraiment où la nature il fait son cycle. J'ai un souvenir aussi quand je suis arrivée ici, je faisais partie de l'équipe du Petit Trianon. Et je suis là, il y a beaucoup de rosières, il y avait beaucoup de pousserons et j'étais un peu inquiète. Et les responsables de l'équipe me disent mais non Elena, t'inquiète pas, il y a les coccinelles qui vont arriver. Et effectivement c'était ça. Effectivement, après l'arrivée des coccinelles, tout a disparu, les rosiers ils ont passé à une musique était. Ils sont arrivés en boîte ou ils sont arrivés comment? Non, ils sont arrivés, la période ça fait qu'elle est arrivée naturellement. Voilà. Par contre, on utilise la lutte biologique dans les serres, ça oui. Donc là, on intervient en rajoutant nous des insectes. Voilà, dans les serres, oui, parce que c'est un lieu un peu fermé, donc on a besoin d'intervenir d'une autre manière. Mais là aussi, c'est un bio, c'est totalement un bio partout. Et voilà, donc là, c'est des champignons qui se sont installés en réalité, mais ils repoussent quand même assez bien. Vous pourrez discuter avec Alain sur la question du changement de bruit, parce que je crois moi aussi que ce n'est pas une décision à prendre tout seul. C'est quand même dans un grand jardin au niveau patrimonial, c'est très important. Donc je trouve qu'il faudrait essayer de voir, il y a peut-être différentes solutions. Je me trouve aussi aller à visiter des expositions des plantes en Italie et ailleurs pour comprendre s'il y a des solutions au changement du bruit. Je vois qu'il y a pas mal d'essais qui sont faits aussi dans les parcs à côté, notamment Saint-Cloud. Moi, je comprends aussi l'avis d'Alain Baraton. Il vous dira qu'en fait, comme maintenant on a ces pyrales et on n'arrive pas à trouver des solutions, c'est mieux changer et pas utiliser du bruit et utiliser autre chose. Moi, je me retrouve un peu voilà, une discussion sur ça. Je suis plutôt de l'avis d'essayer d'utiliser les bruits et être plus attentif. Je comprends que là, on est un peu sous-affectif, donc il y a aussi ces difficultés, mais d'essayer encore de porter, d'avancer avec ces propositions, trouver peut-être pas la même espèce. Par exemple, vous allez avoir, c'est pas exactement les mêmes bruits qu'on a utilisés au Laocoon en 89. C'est Buxus, je l'ai trouvé. En fait, c'est moins attaqué par les champignons. Oui. Oui, je voulais vous dire, à Villandry, je crois que c'est tout au moins ce qu'ils m'ont dit il y a 3-4 ans, ils ont trouvé des buis qui résistaient à la pyrale. Et là, j'en ai entendu parler aussi à Villandry, à Expo à Milan. En foire des plantes, ils m'ont parlé de ça aussi. Pourquoi pas essayer, peut-être pas directement. Je vous le dis, ça peut vous intéresser. Ah oui, alors dites ça à Baraton, mais je crois que la discussion c'est encore ouverte. Dans ces moments, on a quand même fait des essais sur les parterres. C'est vrai que les visiteurs, peut-être, qui n'est pas du métier, ils ne voient pas trop la différence. Oui. Mais voilà, les fusains, c'est beaucoup utilisé. Voilà. Donc il y a des espèces qu'on utilise déjà. Les myrtes, c'est pas vraiment... en Espagne, on l'utilise, oui, bien sûr. Avec les changements climatiques, je peux faire une expérience. On a un réseau, une association qui permet en fait, de lier toutes les résidences royales européennes. En France, vous avez Versailles et Chambord. Je suis allée faire une expérience en fait, il faut se proposer et on gagne une bourse d'études. Et j'ai étudié les mixed borders à l'anglaise, donc les bordures mixtes de danse. Et là, regardez, en fait, je suis arrivée en mi-septembre, je sais pas si c'est intéressant, je suis arrivée en mi-septembre et il m'avait dit de porter en fait, les bottes et tout, même si c'était août, de me préparer à la pluie. Et en fait, on avait un horaire réduit, il faisait trop chaud. À 14h, on devait arrêter parce que vraiment, ça faisait 28-30 degrés et c'était une chose pas prévue. Donc les changements climatiques, on le ressent beaucoup aussi au jardin. Ils regardent eux avec intérêt qu'est-ce qu'on fait nous en France et nous on regarde avec intérêt qu'est-ce qui passe encore plus au sud en Espagne. Donc comment on organise, quelle palette végétale on choisit. Je sais que la Stachys lanata, je peux la proposer
imaginons tous les clients, voilà, parce que c'est un peu résistante à la canicule, il résiste bien même sans eau. On l'a planté, on l'a pas arrosé pour l'été, il est encore là, elle est jolie. Donc pour moi, c'est les plantes qu'il faut utiliser, voilà. C'est les plantes du futur. Voilà. C'est ça, il y a des plantes que je n'utilise pas vraiment, je n'utilise plus parce que je sais qu'ils ne résistent pas. Donc c'est un peu frustrant aussi pour nous d'avoir les méthodes de s'engager pour avoir un floraison qui après il disparaît après une semaine. Voilà, c'est ça. Les deux petits sont italiens. Alors ce qui est très drôle, c'est qu'ils ne parlent qu'italien, sauf avec moi. Parce que moi, je leur ai dit, vous me parlez, parce que leur mère est française. Hein, donc moi, s'ils veulent quelque chose, c'est qu'ils me le demandent en français. Voilà. Et ils ont un français nickel. Et ils ont 6 et 8 ans. Hein. Ils n'ont pas un fait d'accent, ils le parlent couramment. Et ils habitent en Italie. Ah oui, à Turin. Moi, j'aime beaucoup. On va attendre que tout le monde soit là. Mais ils sont très dissipés. On dirait comme ça que ce sont des gens, des scientifiques qui ont atteint l'âge de raison. Elle ne va pas du tout. Ils sont intéressés partout, donc tout le monde s'arrête. Ils sont très dissipés. Donc je vais attendre que tout le monde soit là. Après, vous allez où vous voulez, bien évidemment. Oui. Mais on va quand même jouer un petit peu la montre, parce qu'il faudrait quand même qu'on ait le temps de voir beaucoup de choses. Oui. Donc le timing, c'est vraiment une demi-heure. Je Ah, dois moins. rester. Je dois savoir. Ce sera moins. Parce que moi je suis un peu prolixe. Bon, ça se attendez. dit. S'il vous plaît. Je ne savais pas mettre des cordes. Ah, et il le faut. Non, si on n'y arrivera pas. Non, mais je maîtrise les groupes depuis un certain nombre d'années. Et il faut savoir faire preuve parfois d'autorité. Oui, c'est un des deux orangeries que Voilà. je disais, il y a un des deux ici au Voilà. partenaire. On va se regrouper 30 secondes. Après, on aura tout le temps, bien évidemment. Je suis très heureux de vous présenter Fulvia Grandizio, ici présente. Fulvia, donc, est la responsable du jardin du parfumeur. C'est elle qui l'a donc conçu. C'est elle qui va vous montrer, comment dire, le jardin. Je n'ai pas tari d'éloge en vous présentant Elena il y a une petite heure. Que vous dire de Fulvia? C'était que c'est un puits de science. Cette femme est d'une compétence hors du commun. Elle est d'un enthousiasme étonnant. Elle ne ménage ni son temps ni son dynamisme. On la voit le soir rôder dans son jardin. On la retrouve le week-end. Elle n'arrête pas. C'est vraiment quelqu'un de passionné. Qui est votre titre exact, s'il vous plaît? Bah, je suis architecte de bâtiment et docteur en histoire de l'architecture, mais jardinier d'art. Voilà. J'ai fait une formation aussi à la faculté d'agriculture. Voilà. Ou d'agraire, je ne sais plus, un master j'avais fait. Et là, vous avez les membres éminents de l'Académie d'agriculture de France, section 7 pour être précis. Voilà. Et donc, je vais vous laisser, avec eux. Fulvia n'a pas que des qualités, elle a un petit défaut. Elle n'a pas la même notion du temps que moi. On fait court, s'il vous plaît. Vous avez 15 minutes. Ah, d'accord. Hein, 15 minutes. N'oubliez pas le jardin triangulaire. Donc, je vous laisse avec Fulvia. L'avantage avec Fulvia, et puis l'avantage pour moi, c'est que vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez. Elle sera capable d'y répondre. Voilà. Non, c'est les femmes.
demande juste de les placer comme ça, après, pour la passer. Ah Voilà. oui, oui. Voilà. Alors, Je on voulais, se met de ce Fulvia, côté, on se retrouve à moins le quart devant les serres, d'accord? devant le cerf. Moins le quart. Merci, à tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue. Les jardins existent depuis 2022. On a commencé la construction en... Il y a beaucoup de mouvements aujourd'hui. On sort des plans de la serre, donc on doit les placer. Donc on a commencé la construction en 2021 et on a inauguré le jardin en mai 2023. Le jardin se compose de 3 parties. Ici, devant l'orangerie de Châteauneuf, ou orangerie de la Reine, on se trouve dans la partie appelée jardin de curiosité. C'est un lieu où les parfumeurs ont voulu qu'on planté des plantes incontournables en parfumerie. Donc vraiment les choses qui peuvent pousser ici dans le climat de l'Île-de-France, une grande quantité des agrumes comme les bergamotiers, comme les cédratiers, les bigaradiers, que c'est le plus important, l'agrume préféré par Louis XIV. On utilise tous les parties pour créer les parfums. Avec les fleurs, on fait les nérolis, l'absolu des nérolis. Avec les tiges et les feuilles, on fait les petites graines. Et avec les zestes, on fait l'huile essentielle. Donc, c'est vraiment exploité au maximum. On a donc 2 variétés de rosiers, la rose centifolia et la rose de Damas, qui sont les seules 2 utilisées en parfumerie et sont des roses pas remontantes. Donc on se trouve avec une seule floraison. Pour cette raison, vous verrez des autres rosiers parce que comme ça, on montre de la floraison dans toutes les saisons. On a la rose chinoise mutabilis, on a la rose banksia, on a les roses polianta, on a toute une série de roses modernes. Après, on a plusieurs variétés de jasmin. On vient de sortir le jasmin sambac qui vient de l'Inde. On a le jasmin grandiflora. Dans les couloirs, on a des autres jasmins très rustiques. Ici, est seulement une vitrine. On ne peut pas produire, on n'a ni la surface ni le climat pour produire. Par exemple, les tubéreuses, qui sont des plantes incontournables, on a vraiment du mal à les faire démarrer parce que le sol est trop humide, ici argileux, et quand il commence à fleurir, pour nous, on commence à avoir des nuits trop froides et humides. Donc, ça bloque la floraison. Là, j'ai déjà trop parlé pour rester dans les quarts d'heure. Donc, dans l'allée, on plante des choses qu'on peut, en pot qu'on peut rentrer pendant l'hiver. Et on a des tagettes botaniques. Une des tagettes incontournables en parfumerie s'appelle tagette minuta. Et elle arrive à 3 mètres. Les parfumeurs ont une cultivation au Maroc de ça. Et elle sent très fort et a des fleurs microscopiques, donc minuta, ça dérive de ça, mais elle est énorme. Et a le senteur de pamplemousse et tout un mélange citronné, vraiment spécial. Mais on ne l'a pas encore planté parce qu'on vient de sortir des sangs de glace. Alors, on va vite fait au jardin secret. J'aimerais bien vous montrer, vous faire sentir, mais le temps est très fait. À l'époque de Louis XV, et ici il y avait la production. C'est ça, où quoi les. Elle, il y avait Madame Truffaut. C'est-à-dire son grand-père exploité. C'est mignon ce petit bleu là. Oh. Ah, qui est dédié ce jardin secret? Alors, c'est une histoire bizarre. J'attends que tout le monde rentre.
Avant, ici, juste avant le Covid et la naissance de ce jardin, il y avait un autre mécène, c'est-à-dire le chef étoilé Alain Ducasse. Et où on était au début, c'était tout potager. Et ici, c'était un lieu en friche, abandonné. Et la présidente, qui maintenant est la ministre de la Culture, s'est baladée de temps en temps ici. Et un jour a dit à la base, j'aimerais bien voir un jardin secret ici. Ça appelle les lieux, ça demande quelque chose. Vous remarquez que c'est triangulaire, ce lieu. Donc, c'est le résultat d'avoir bâti en différents moments des murs. Il y avait une porte qui permettait de rentrer, de sortir par là, parce qu'au-delà, il y a la rue que ça nous permet aux jardiniers d'arriver à notre lieu de travail. Donc, les lieux a été, à part les deux grands arbres, un laurier du Caucase, simplement que tout le monde connaît sous forme de haies, très banal, mais là, il est le roi du lieu. Et à nous, Ilex ferox, très très bizarre comme forme de feuille parce qu'il pique aussi sur la surface, pas seulement sur les bords. Alors ici, l'esprit, c'est en même temps des jardins japonais avec les pas japonais. C'est l'idée d'une île engazonnée entourée par un ruisseau. Donc les pierres, c'est du granit et des galets d'ardoise. Et là, vraiment, M. Baraton m'a laissé totalement la liberté de choisir parce qu'ici, on n'a pas le devoir de respecter l'histoire de toutes les autres parties du... Donc, moi, j'aime le Japon, j'aime les jardins anglais. Et vu l'atmosphère un peu sombre, un peu humide, un peu mi-ombragée, j'ai choisi prioritairement des plantes vivaces. Et je vous assure que l'entretien ici, ça ne nous prend pas beaucoup de temps. Au contraire que la première partie, que ça nous prend la plupart du temps. Et, donc, chaque saison, ça donne des différentes images. Si vous voulez, vous pouvez passer aussi par là et voir de l'autre côté le jardin. Et l'idée, c'est de... Comme vous voyez, j'ai planté les schizophragma hydrangeoides, d'habiller les murs. Et finalement, au troisième année de vie des jardins, on commence à avoir un peu de couverture. Mais en automne, j'ai les aconites. On a hésité de l'appeler jardin secret au cabinet de curiosités végétales, parce qu'il y a des choses qui sont un peu des niches. Parce qu'à Mondon, il y a la partie appelée sous les arbres. Oui. Quand on arrive là, il se mélange avec les vergers, mais cette partie-là, c'est encore par-dessus les arbres parce qu'il y a les cerisiers du Japon à fleurs doubles, blancs, donc Pruno cerulata, Shirotae, Mont Fuji, c'est le nom. Et si vous voyez des rhododendrons, c'est encore le reste de la pépinière qu'il y a eu ici. Mais ici, la terre n'est pas acide. Ils avaient fait un apport de terre énorme. Et donc, ils ont laissé ça. Ils ont laissé les grandes magnolias, la magnolia stellata, les magnolia soulangeana. On avance dans le temps. On a des angles où on plante des violettes, par exemple là, des violettes. On a des angles où on plante des rubis. Il y a toute une série de... Non, mais je voulais dire à tout le monde parce que c'est important. Oui, oui, je viens de dire que c'est l'heure de l'étayer. Mais on ne pouvait pas le faire. Ah, l'effleurage. Alors, ici, on fait l'effleurage, mais là, on va Non, non. On accélère.
à un moment donné, C'est toi qui décides. voilà. Voilà, donc on attend que tout le monde soit regroupé. Alors, nous allons maintenant prendre la direction du hameau de la Reine. Simplement, le parc est gigantesque et je vous économise beaucoup d'allées. Versailles en quelques chiffres, c'est 850 hectares, 43 km d'allées, c'est quand même pas mal, 350 000 arbres, dont 18 000 en alignement. Donc là, on va au hameau de la Reine, c'est pas très loin, mais il faut y aller. Donc on va y aller, donc pas avec un rythme soutenu, mais un pas de marche normal, hein. Donc je ne supporterai aucun retard. Voilà, on y va. Voilà, donc vous êtes au cœur même du hameau de la Reine. 2 ou 3 petites anecdotes au sujet de ce lieu qui, je l'espère, vont vous plaire. Derrière vous, il y a une tour, on l'appelait la tour de la pêcherie. Mais on l'appelle aujourd'hui la tour de Malbrouck. Parce que les enfants de Marie-Antoinette venaient avec leur maman ici et ils chantaient la chanson Malbrouck s'en va en guerrier. Et du coup, on a donné le nom à la chanson que les enfants se redonnaient. Et une petite anecdote que j'aime bien également, cette maison qui est à Saint-Simon, qui est la maison du jardinier. Le jardinier qui habitait dans cette maison. Et cette maison, elle a une particularité. Elle a une cave, une vraie cave, mais elle a également un souterrain. Parce qu'en fait, pour venir ici, il y a vraiment un passage obligatoire. Il y a une rivière anglaise, que l'on va suivre tout à l'heure, qui oblige à prendre certaines allées. Il y a un saut de l'eau qui entoure la totalité du jardin, donc on est complètement isolé du monde. Une tour de guet qui finalement peut annoncer la venue d'un émissaire royal. Donc, en connaissant la subtilité, on peut rentrer et sortir discrètement par la maison du jardinier. Et il se dit que Fersen, c'est par là qu'il venait. Je ne peux pas le garantir, car bien qu'étant très ancien à Versailles, je n'étais pas encore là. Juste à propos de mon ancienneté à Versailles, sachez que je suis à la veille d'un classement au titre des monuments historiques. Je fêterai le 1er juillet mes 50 ans à Versailles. Donc, oui. Donc je mérite vraiment un classement, je crois. Marathon monument historique, ça a quand même de la gueule, non? De première classe. Oui. Alors le hameau de la Reine, c'est un village constitué de plusieurs maisons, chacune ayant une fonction. Derrière moi, le colombier. Il y avait donc des poules qui déambulaient en toute liberté, le moulin, la maison de la Reine. La maison de la Reine, en fait, est divisée en 2 parties. À droite, la maison de la Reine, et à gauche, le pavillon du Seigneur. Et à l'époque, certains disent comment ça, la Reine a une maison plus grande que celle du Seigneur. Les ennuis ne tarderont pas pour Marie-Antoinette. Derrière le réchauffoir, qui est en quelque sorte les cuisines où l'on réchauffait les plats, et à droite, on le verra un petit peu mieux, le boudoir, qui était le lieu où Marie-Antoinette se changeait. Elle venait ici, se changeait. Elle ne jouait pas non plus à la fermière, mais elle se promenait en toute décontraction. Et pour la petite anecdote également, sachez que dans ce lieu, le protocole n'existait pas. Déjà, on ne pouvait venir que sur présentation du jeton de la Reine. Seuls les invités avaient le droit d'être ici. Et si on croisait la Reine, nous on l'aurait fait parce qu'on a de l'élégance, mais il n'était pas obligatoire de se découvrir, de s'incliner. Aucun protocole dans le hameau de la Reine en présence de la Reine. Elle venait également jouer. C'était une joueuse. Il paraît qu'elle jouait même du pognon. Voilà. Donc je vous propose maintenant, eh bien, la visite. Ah. Voilà, c'est par là, c'est en ligne droite. Voilà. Prenez-moi.
Donc j'attends que voilà. Voilà donc en 2 mots, l'architecte Richard Mick, qui est donc l'architecte de Marie-Antoinette qui a construit le village, a eu l'idée également de se construire une sorte de petit pied-à-terre pour lui. Et donc là vous allez rentrer dans son petit logement à lui et vous allez voir que c'est pas mal du tout. Donc je vous invite à rentrer, vous faites le petit tour, vous verrez que c'est quand même, je trouve, assez agréable. Je n'ai pas encore passé de nuit, mais je n'exclus rien. Je vous En 50 ans, vous devriez avoir dormi partout. Et quelle est l'inspiration de cet architecte? Il paraît que c'est Pays de Caux. Il paraît que c'est inspiré des villages à l'époque du Pays de Caux. Elle est aussi. Oui. On peut avoir des inspirations. Oui. C'est les Gretel. Oui, non. Et devant vous, bien sûr, le petit Trianon. Bon, écoutez, je vais quand même vous raconter mon histoire à moi du petit Trianon. Alors, tout ce que je raconte est vérifiable, bien évidemment, mais les livres d'histoire vous disent tous, sans exception, que le petit Trianon a été construit sur demande de Madame de Pompadour pour permettre à Louis XV d'être au plus près des savants qui viennent herboriser dans les jardins. Je fais à peu près la même moue que vous. Je me pose la question suivante. Pourquoi construire le petit Trianon ici quand il y a le grand Trianon pas très loin et le château? L'histoire est donc la suivante. Madame de Pompadour, un matin, est certainement très en colère, ou plutôt un soir. Elle est en colère parce que le roi, malgré tout ce qu'elle fait pour lui, ne change en rien ses habitudes. Quelles sont ses habitudes? Le soir, au château, il dort avec elle. Il dort vraiment dans le lit de Madame de Pompadour. Et il prétend aller, après avoir honoré la Pompadour, déposer un baiser sur le front de son épouse. Juste un baiser, lui dit-elle. Madame de Pompadour doit se dire, il se fout de moi, tous les ans la reine accouche d'une petite fille, faut peut-être pas me prendre pour une gourde. On sait que Madame de Pompadour, pour distraire le roi, a fait construire en ville l'hôtel, le Parc aux Cerfs, un hôtel particulier où des jeunes filles sont éduquées avant d'être présentées au roi. C'est sympathique de sa part. On sait qu'elle se costume pour amuser le roi. On a retrouvé à sa mort quantité de tenues de zouaves, de laitières, de jardinières dans ses malles après son décès. On sait aussi de manière certaine, et on le sait pour le Valet le Bel, qu'elle n'hésite pas à demander à des copines de se joindre à elle certains soirs pour distraire sa majesté. C'est ce qu'on appelle en langage administratif externaliser les prestations. Eh bien, malgré tout ce que Madame de Pompadour fait, le rituel du roi le soir est immuable. Après l'avoir honoré et, paraît-il, déposé un baiser chaste sur le front de son épouse, il monte aux étages supérieurs où des jeunes femmes l'attendent. Un soir, elle est très en colère, c'est ce que je crois, et tellement en colère qu'elle convoque l'architecte. Maintenant, c'est pas ce que je crois, c'est ce qui est écrit. L'architecte reçoit l'ordre de casser l'escalier près de la chambre du roi pour obliger le roi, s'il voulait continuer à aller au-dessus, de prendre un escalier un peu plus loin. Ça va peut-être le calmer quelque peu, du moins ses sorties seront moins discrètes. Louis XV laisse faire. Il a pour Madame de Pompadour la plus grande considération. Une fois que l'escalier est totalement détruit, je n'invente rien, je vous assure que c'est authentique, il convoque l'architecte dans sa chambre. Il lui désigne la fenêtre et ordonne que soit installée à l'extérieur et montée sur poulie une chaise. On l'appellera donc la chaise volante. L'ascenseur est né à Versailles sous Louis XV. Je suis très heureux d'être aujourd'hui à Versailles pour accueillir la section 7 de l'Académie d'agriculture de France. Nous avons quitté le domaine de Marie-Antoinette, on a fait une promenade ce matin un petit peu sous la pluie et nous sommes maintenant devant le château pour une visite exceptionnelle de la Galerie des Glaces. Donc j'attends les autres membres de la section 7 pour la prochaine visite programmée pour l'automne de cette année.
spectacle est écrit à suspense. Voilà. On va attendre que tout le monde soit regroupé. Voilà, on n'essaye pas de déborder. On attend que tout le monde soit là. Voilà, on attend que tout le monde soit regroupé. On est dans le temps. Ouais, vous avez à Versailles 3 salons. Voilà. Vous avez 3 salons particuliers à Versailles. Le salon de la guerre, le salon de la paix. Là, vous êtes dans le salon de la guerre. C'est là où on déclarait la guerre. De l'autre côté, le salon de la paix, c'est là où on signait la paix. Et entre les deux, pour fêter la guerre ou la paix, la fameuse galerie des glaces. Alors, nous avions promis pour l'Académie d'agriculture de France de vous offrir pour vous la galerie des glaces. Elle est là, vous allez voir, il y a un gardien, il n'y a personne excepté cette. C'est quand même, je pense, assez spectaculaire. C'est à vous. C'est quand même pas mal, non? Alors, ce que je vous encourage à faire pour les photos individuelles, c'est de vous mettre juste après le gardien. Et chacun votre tour, vous faites prendre en photo, il n'y a personne. Ça a toujours de la gueule, dans l'attitude que vous voulez. Bon, sur Instagram, alors mon mari. Avec ça, ça sera filmé. Attention quand même, parce qu'avec tout ce qui... Donc là, c'est toute la partie qui a été réaménagée sous Napoléon. Et Napoléon avait également voulu que ce lieu puisse vraiment être symbolique de toutes les grandes victoires, toutes les grandes guerres. On va donc découvrir la galerie des batailles. Et c'est là où on voit que cet homme manquait un petit peu, j'allais dire, de modestie. À gauche, c'est toutes les batailles de France avant lui. Et à droite, bien sûr, il n'y a que lui, comment dire, en image. Mais la galerie des batailles est assez impressionnante.